Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Avec nous, qui avons-nous aujourd'hui, Maude? Deux rencontres aujourd'hui, deux univers qui semblent assez éloignés et pourtant. Antoine Turmine et Raquel Bastazine sont parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Des beaux sourires de l'autre côté dans les oreilles pour aujourd'hui. Antoine Turmine, tu es interprète issu du milieu des danses traditionnelles et le folklorique et également danseur contemporain. Futur, je mets un point d'interrogation parce que je ne sais pas où tu en es. Maître des arts, diplômé de l'UQAM. Cette semaine, tu fais partie de la quinzaine de tableaux qui plongent le spectateur dans le noir pour faire vivre une expérience sensible de la gigue contemporaine. Gigue in the Dark 2.0 au Théâtre Les Écuries. Bonjour Antoine Turmine. Salut Maude. Raquel Bastazine, tu es chorégraphe, fondatrice de l'école de danse brésilienne Levanta Poeira. Très bien prononcé. Merci. Et professeur de danse brésilienne pilates et excentrice, notamment de samba, j'avais envie de le dire parce que tout de suite ça chauffe le cœur. Nous te recevons quasiment une semaine après la présentation au Jésus de ta création I Love Quebrada, le portrait d'un Brésil marginal. Et dès la semaine prochaine, les 10 et 12 décembre, et j'avais envie d'inviter tout de suite les auditeurs à se joindre à une classe de dub, danse urbaine brésilienne que tu offres, et une classe de samba. Bonjour Raquel et merci d'être parmi nous. Bonjour, merci. J'avais envie d'une petite piqûre d'histoire et de votre histoire personnelle. Savez-vous à quand remontent les débuts de vos danses respectives et comment vous y avez été initiés chacun de votre bord? Alors je voudrais avec Raquel. Bon, petite histoire courte. Moi, j'ai commencé à danser professionnellement très tard. Et c'était issu après mon immigration ici. J'aime toujours dire ça parce que je trouve ça assez étonnant et incroyable comment j'ai pu arriver où je suis sans avoir pris jamais, jusqu'à mes 30 ans, jamais un cours de danse de toute ma vie. Et c'est après immigrer au Canada, après avoir eu mon enfant, j'avais vraiment toujours eu cette étincelle dedans. Je voulais être sur scène, je voulais danser, je voulais créer, mais il manquait l'opportunité, il manquait le courage. Et les choses sont passées d'une façon que c'est après mes 30 ans que j'ai décidé commencer à enseigner les danses brésiliennes, ce que je connaissais de façon innée, seulement de mon vécu au Brésil. C'est un pays, c'est une culture où pas tout le monde, mais ceux qui se connectent bien à cette ancestralité africaine, on danse depuis toujours. Et moi, j'étais au bal de carnaval à 4 ans. Alors, c'est vraiment avec ce vécu, avec cette expérience que j'avais dans mon corps, dans mon cœur, dans ma mémoire. Et comme ça, j'ai décidé d'ouvrir les concepts d'école Levanta Poeira, qui est là depuis 11 ans. Et comme chorégraphe, je suis un bébé, vraiment. C'est ma deuxième création. Ma première, c'était à 40 ans. La deuxième, maintenant, à 42. Alors, je commence dans ce chemin de créer un spectacle, de créer un concept, de créer de chorégraphie, d'exprimer tant de choses que j'ai à dire et j'adore ce monde. Et si on remonte, et si on se téléporte au Brésil et qu'on va se flirter avec la danse, est-ce que tu sais, ces danses brésiliennes, pourquoi elles existent et quel sens elles ont dans la communauté brésilienne? Elles ont un sens énorme, vraiment, on parle de quelque chose d'historique. Alors, c'est un pays où on a eu l'esclavage et en fait, l'esclavage social, elle est jusqu'à date au Brésil et ça, c'était justement la thématique de mon show I Love Quebrada. C'est cette situation où la société brésilienne met toujours jusqu'à date la population d'afro-descendants dans une condition de sous-humanité, sont vraiment pris dans une situation de pauvreté, dans les quebradas, que ça veut dire favelas. Et alors, la danse, ça vient des senzalas. Senzalas, c'était vraiment les maisons d'esclaves dans une grande propriété. Il avait comme une espèce d'entrepôt ou d'espace où tous les esclaves habitaient, ça s'appelait senzalas. Et ils étaient issus des différentes
de nations, différents pays, ils parlaient pas nécessairement la même langue, ils cultivaient pas la même religion ou le même rite, et ils ont dû apprendre à vivre ensemble et à trouver des moyens de maintenir leur culture, leur religion, leurs croyances, et c'est comme ça que la culture brésilienne est née. Et aussi à travers beaucoup de violences, parce que beaucoup de femmes africaines étaient violées par les seigneurs blancs. Alors c'est là que le métissage a commencé à se passer, et le mélange des cultures aussi. Fait qu'au fil des années, pour que les Afro et Afro-descendants avaient les droits de pratiquer leur culture, religion. Ils étaient un peu obligés à faire un syncrétisme religieux, par exemple, qu'on voit jusqu'à date, c'est très clair au Brésil, c'est quelque chose de fou. Une fête des saints catholiques, il va être mélangé avec un orisha africain. Et les éléments vont se mélanger, les couleurs, les vêtements, la tradition. Fait qu'on va fêter les deux religions, un peu une pour cacher l'autre, pour qu'eux puissent avoir les droits. Comme le maracatu, c'est une tradition que j'enseigne aussi. C'est un cortège où ils sont habillés en roi et reine de la monarchie portugaise, avec les habits vraiment, la robe, un pouf. C'était vraiment pas une tradition africaine, mais qui sont jusqu'à date habillés comme ça dans un cortège, parce que c'est comme ça qu'ils ont trouvé le moyen de vivre leur tradition et leur culture. Alors, le peuple brésilien, vraiment, la danse, les manifestations culturelles, c'est quelque chose de très fort et que moi, je vois vraiment comme un moyen de survie. Parce que là, la situation, elle est tellement agressante et difficile de plus en plus, surtout maintenant, avec un nouveau gouvernement élu vraiment d'une pensée, d'une philosophie ouvertement fasciste. Et qui va donner absolument aucun moyen, aucune chance, ouverture aux minorités ou aux peuples marginalisés, qui sont déjà marginalisés depuis 300 ans. Alors, les Brésiliens, ils vont vraiment aller chercher dans la musique, l'art, la danse, leur petit bonheur de tous les jours. Et on voit ça depuis tout petit, vraiment. Des enfants qui, à 6 ans, qui sont obligés à vendre des bonbons au phare rouge dans les trafics, ils vont avoir une musicalité dans la façon de vendre. Ils vont avoir un mouvement. Et c'est dans tous ces mémoires que je viens m'inspirer dans mes créations. Merci, parce que c'était la piqûre d'histoire et culturelle dont je rêvais d'avoir. Et on va revenir à ta création parce qu'on t'attrape une semaine après la présentation, donc tout le processus a été vécu. On va revenir à cette création, mais je me tourne tout de suite pour avoir l'histoire du côté d'Antoine aussi. Alors, ce qui m'a assez étonnée, c'est que d'habitude, moi, je te catalogue en tant que gigueur contemporain, mais j'ai pris du recul en lisant danse folklorique et danse traditionnelle. Alors, peut-être que c'est plus large, mais j'aimerais t'entendre sur cette histoire et comment toi, petit ou plus vieux, tu es arrivé dans cette discipline. Moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans à peu près, 9-10 ans. Puis, en fait, ce qui m'a donné la piqûre, c'est, tu sais, on parle beaucoup de médiation culturelle. Puis en fait, c'est ça, moi je viens de Drummondville, puis il y a un gros festival qui s'appelait, c'est ça, le Mondial des Cultures. Puis il y a un groupe africain qui était là, qui faisait une espèce de grande animation avec des tambours, de la danse. Puis ça m'a vraiment scotché. Mes parents, ils m'ont laissé danser avec eux autres. Puis il y avait une école de danse à Drummondville qui faisait de la danse folklorique, fait que dans le fond de la danse internationale traditionnelle. Fait que j'ai commencé là, j'ai commencé à Makina, puis moi ça a vraiment été tout le côté rythmique des danses justement folkloriques. Les danses traditionnelles ils ont souvent un volet qui est plus axé sur la percussion, mais avec le corps, puis ça m'a vraiment piqué. Fait que moi j'ai continué là-dedans, je me suis spécialisé en gigue, parce que c'est vraiment ça qui me touchait le plus, j'ai la fibre. Puis c'est ça, puis là à un moment donné je me suis beaucoup questionné sur cette pratique-là, parce que entre la tradition puis ce qui est transmis en fait dans les ensembles, c'est quand même deux mondes. Puis moi j'ai touché aux deux. J'ai touché les archives, la documentation, l'histoire de cette pratique-là. Puis je me rendais compte qu'il y avait des codes qui étaient établis par les ensembles, puis il y a des codes en fait qui viennent d'un certain contexte. Puis là, je me suis dit, c'est intéressant de jouer entre les deux. Puis je me suis comme formé en danse contemporaine, en fait, pour aller chercher ces outils-là, en tout cas, comme
œil extérieur par rapport à la danse contemporaine, je trouvais qu'il y avait des outils au niveau de la création pour permettre d'aller chercher une conscientisation des codes, comment les défaire, comment avoir un certain recul. Et ça m'intéresse justement, chacun, quelles sont les spécificités autant physiques que rythmiques de chacune de vos pratiques dansées. Est-ce qu'on est capable d'en identifier dans le mouvement, dans le rythme, dans la musique qui vous accompagne? Antoine? Ouais, en gig, en fait, c'est plus... c'est très... en tout cas, de la manière que je la vois, cette pratique-là, c'est très individuel comme pratique. Fait que, dans le fond, c'est pas vraiment... tu vas toujours giguer de la même manière. C'est plutôt la mélodie, en fait, qui va donner un certain rythme puis une certaine manière de rythmer, en fait, la musique. Puis, au niveau de la tradition, il y a souvent 3 rythmes principaux sur lesquels on va giguer, en fait. Il y a le 4-4, le 2-4, mélangé, le 3-2. On fait un peu de 3-4, qui est comme la valse clog, en fait. Il y a une danse qui se fait là-dessus. Puis il y a les 6-8, en fait, qui est comme une jig plus sautée. Puis sinon, au niveau du corps, c'est quelque chose de très vertical, beaucoup sur l'axe, parce que la jig, c'est constamment des transferts de poids, fait que si t'es pas sur ton axe, c'est extrêmement difficile. Puis c'est justement un des codes que tout le mouvement de la jig contemporaine tente de bifurquer, dans le fond, comment je peux giguer pas sur mon axe, pas dans des conditions qui sont optimales à cette pratique-là, puis qu'est-ce que ça génère. Et alors, si je me tourne vers toi, Raquel, pour répondre à cette question de spécificité autant physique que rythmique de ta pratique de danse brésilienne, ou plus spécifiquement certaines danses que tu pratiques. Ouais, c'est un peu difficile à répondre parce que l'univers de danse brésilien, il est tellement vaste et riche. On compte avec plus de 100 danses traditionnelles brésiliennes. Mais si je me penche un peu sur la samba, c'est le principal que je fais ici, peut-être la plus connue. La samba, spécificité, c'est un rythme binaire et on va vraiment suivre cette rythmique-là avec chaque partie du corps et dont la complexité d'apprendre. C'est vraiment pas une danse facile à apprendre. Bon, ça fait 11 ans que j'enseigne à Montréal. Il y a toujours la journée du déclic magique. Il y a des gens qui passent 1 an avec moi et qui vraiment s'essayent et qui séparent les parties. Le pied, ça va, les hanches, ça va, les bras, ça va, mais il n'y a pas une harmonie. Mais là, la journée magique du déclic, je le sens. Et c'est tellement profonde, cette sensation, je vous jure. Je vois ce miracle, c'est passé devant moi et le sourire des gens quand ils comprennent les déclics et que les corps rentrent dans cette harmonie. C'est comme si les corps jouaient la chanson. Vraiment, on n'a même pas besoin de plus entendre, juste les mouvements du corps à faire. Et les épaules, les hanches, les pieds, les genoux, tout va dans une direction différente. Si je parle un peu de la samba, mais je trouve ça intéressant aussi parler du mouvement le plus récent, que c'est le passinho. En fait, la musique, c'est le funk carioca, qui est assez controversé et c'est un rythme assez électronique, mais qui est basé, quand on va vraiment à la base du rythme, et ça vient de sources africaines, et que c'est vraiment la fièvre, c'est le rythme des jeunes qui jouent sur les radios, où tous les artistes pop modernes vont s'en servir de ces rythmes comme Anita ou des artistes internationaux et tout. Et nous, on appelle ici du puncha-cha. Ça fait vraiment puncha-cha, 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 puncha-cha. Et on suit ça avec les hanches en faisant des carrés des hanches. Ouais, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... on a juste envie de danser. C'est ça, vu les sourires autour de cette table, est-ce que tout le monde peut danser la samba? Je pense à les Robert. Gars québécois, venez danser. Yes. Parce qu'il n'y a que des femmes dans mes cours. C'est pas possible, j'ai jamais compris ça. Je viens de faire un show avec 48 danseuses, avec ES. Panga. Alors au Brésil, pourquoi est-ce je que sais pas, t'es c'est capable d'identifier. d'identifier? C'est au Québec, les mecs sont gênés ou pensent que c'est trop de hanches, trop sensuel, je sais pas. Mais c'est cool de voir des gars bouger les hanches, non? Oui, je trouve ça Il génial. y en a 3 autour de la table. Il y en a donc. un qui danse là, je vois. Alors, j'ai envie de plonger dans les créations, dans votre actualité. I Love
Quebrada et Jig in the Dark. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que vous nous avez fait goûter et ce que vous faites goûter avec Jig in the Dark, qui est en ce moment même au Théâtre aux Écuries, à Love Quebrada, une semaine plus tard? Une semaine plus tard, mais c'est pas grave, on va le refaire. Oui. On va le refaire. C'est 100% dans mes intentions parce que je suis très, très fière du travail que nous avons fait. Moi, avec mes élèves et une équipe aussi des comédiens et mise en scène professionnelle, j'ai eu vraiment de l'appui des gens merveilleux comme Laurence Dauphinet qui a fait la mise en scène, Ligia Borges, Flavia Nascimento, Max Mou dans la dramaturgie et comédien. I Love Quebrada, ça vient vraiment véhiculer, transporter ce message que je parlais tout à l'heure de ce peuple brésilien qui souffre depuis de 300 à 500 ans et qui vit dans un silence qui est sous une couverture d'une société très hypocrite et qui vient de se montrer avec ces dernières élections, qu'on a compris qu'un grand pourcentage, en fait, a pu élire quelqu'un qui représente leur propre valeur, parce que c'est comme ça que je vois. Et le show, il a été créé depuis mon dernier, que c'était un show d'un message féministe qui parlait de violences faites aux femmes, en général, les femmes de tout le monde, mais bien sûr avec un fond histoire brésilienne, historique brésilienne, parce que je fais de la danse brésilienne. Mais avec la situation politique d'aujourd'hui, le show, il est venu vraiment des rencontres, un message très, très important que de plus en plus, il faisait du sens pour moi et j'avais de plus en plus envie de le livrer. Et plus que jamais, je pense que l'année 2019, elle est très importante. Pour les artistes et moi en tant qu'artiste et je me découvre comme chorégraphe, moi l'envie que j'ai, c'est vraiment de prêter complètement ma voix, mon corps, ma danse, mon mouvement à cette cause, à ce message, à faire vivre la voix de ces gens opprimés, marginalisés. J'en ai marre, beaucoup de gens en ont marre et je trouve que c'est une position de privilège d'avoir la chance d'avoir 425 personnes dans un théâtre qui s'assoient pour voir ce que j'ai à dire. Et je vais utiliser ce privilège avec responsabilité et je vais honorer ces gens et peut-être créer une transformation unique, que ce soit dans la conscience des Québécois ou de certains Brésiliens. Beaucoup de Brésiliens qui sont venus nous voir. Alors, I Love Quebrada parle vraiment de la vie des gens, de plusieurs communautés marginalisées. Je parle des femmes domestiques. Est-ce que vous savez que nous avons plus de femmes domestiques et plus que la population complète de la Suisse? C'est vraiment... Le Brésil, c'est une drôle de place. Et moi, j'ai trop envie de dédramatiser, démystifier cette image que nous avons du paradis, des belles femmes, de la samba à moitié poil, du carnaval, 5 jours, des plumes, des paillettes, parce que c'est pas ça. Et les gens doivent connaître un peu plus la vérité. Et la prochaine fois que vous partez au Brésil, mais que les gens puissent partir avec un autre regard, avec de nouvelles lunettes, et qu'on puisse contribuer aussi en tant que touriste, en tant que regard extérieur, à peut-être, pas changer les choses, mais juste voir les Brésiliens autrement. Alors, on va chercher toute cette communauté marginalisée. Je parle du génocide noir qui se passe au Brésil en ce moment. À chaque 23 minutes, il y a un jeune noir qui est assassiné au Brésil. À chaque 23 minutes de tous les jours. La situation de maltraitance des femmes domestiques, les enfants, l'enfance volée, c'était un des tableaux de show, c'est l'enfance volée. Alors des enfants en situation des rues qui sont obligés à travailler pour payer les loyers. On parle de la situation des femmes noires aussi, de l'objectification de la femme noire et des femmes en général. Alors, le show, il a été composé par une pièce de théâtre et danse. Alors, la partie dialogue théâtral, elle vient comme... En fait, juste les chansons racontent l'histoire, mais comme sont en portugais, et je présente à Montréal. Le théâtre, il est venu vraiment comme une traduction, une mise en contexte. Alors, à chaque dialogue présentait une pièce chorégraphique. Le peuple du Nord-Est, c'est la pièce principale. C'est le chouchou de toute l'équipe. Ça s'appelle Chic Chic, une chanson des Tonzé. Une musique magique qui en fait a été faite pour le groupe Corpo. Le Corpo, c'est vraiment un groupe super connu de Belo Horizonte du Brésil. Et où je pense vraiment que j'ai réussi à
à transmettre l'émotion parce que les gens qui comprenaient même pas la langue ou le contexte, il y avait des gens aux larmes juste à voir cette pièce qui passe. C'est un peuple qui vit une souffrance immense. C'est une région du Brésil qui a une énorme misère et la chorégraphie parle de ça. Pourquoi ils doivent immigrer à São Paulo ou à Rio pour travailler comme femmes domestiques et aller vivre où? Dans une quebrada ou favela ou quartier périphérique pauvre. Alors le show parle de ça, parle de ces réalités. On se téléporte et on découvre tout un autre univers dans le noir. Cette fois-ci, la Gig nous embarque dans le noir avec Gig in the Dark 2.0. Donc on est dans une deuxième version. Exact. Et Antoine, je t'ouvre là-dessus. Sur le noir? Sur le noir, Gig in the Dark. C'est ça, Gig in the Dark, en fait, c'est la deuxième mouture, en fait. Je pense que dans l'idée de Luc, c'était d'être capable de créer un show qui avait une espèce d'univers, en tout cas un thème général sur lequel on surfait pendant plusieurs années, parce que lui il voyait que en tant qu'artiste, souvent tu fais un spectacle, t'en fais un, puis le spectacle évolue un petit peu mais dans ses limites à travers sa diffusion, puis lui il disait tout le travail qu'il y a en arrière il est intéressant, la recherche est intéressante, puis là d'être obligé de l'arrêter jusqu'à une certaine limite, là on s'entend, pour lui ça le dérangeait, puis il voulait comme manifester par rapport à ça. Fait qu'il a créé Gig in the Dark. Il a été chercher Yann Jaworski puis Sandrine Martel pour faire la conception, éclairage avec Yann, mais aussi la chorégraphie avec Yann et Sandrine. Puis c'est un show en fait qui travaille beaucoup l'imaginaire du noir, de la pénombre. C'est pas forcément in the dark là. On lit clair-obscur. Ouais, clair-obscur. Expérience visuelle. Exact. Expérience auditive aussi, parce que c'est ça, tu sais, vu que c'est la gigue contemporaine, c'est très dans le sonore. C'est pas forcément dans le rythme. En tout cas, c'est dans le rythme, mais dans toutes ces dimensions là. Fait que des fois on travaille le bruit, des fois on travaille le son qui est plus ponctué, puis des fois c'est juste une question, un rythme qui va nous faire un peu casser, parce que c'est des rythmes qui sont composés souvent. On travaille un peu le 7-8 dans celle-là, où on a même des rythmes en 11, mais en tout cas on joue avec des rythmes qui travaillent à l'intérieur. Puis l'espèce de pénombre, ça participe à ça, à un petit dérangement. Il y a rien de... Il y a pas d'histoire. C'est plus... c'est comme une expérience, une sensation. On travaille dans vivre. Ouais. C'est une quinzaine de tableaux qu'on peut retrouver au Théâtre aux Écuries. C'est une bonne question, le nombre. Là, ouais. Mais... En tout cas, c'est ce qui est écrit. Ah, ça se peut. Malheureusement, le temps file et on arrive au terme de l'actu de la scène, mais on est heureux de l'avoir terminé avec vous, cette actu de scène. Alors, pourquoi ne pas aller vivre l'expérience dans le noir avec Gig in the Dark 2.0 de la Bigico jusqu'au 9 décembre aux Écuries, et puis prendre ces 2 workshops et aller découvrir tout l'univers de Raquel, de dub et de samba avec l'école Levanta Poera. Oui, c'est ça. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous propose une toune qui s'appelle Presque par cœur du groupe Qualité Motel, et on se retrouve après avec Danscussion & Co.